Le 21 mars, première nuit à la maison, des bombardements ont commencé. Nous sommes allés à la cave. Le 2 avril, nous avons mangé des pigeons pour la première fois. Bonjour, je m'appelle Leïra, j'ai 7 ans. Voici ma maman Svetlana et nous avons survécu à l'occupation en Ukraine. Avant la guerre, nous vivions entre deux villes. La ville principale, c'est la région de Donetsk, district de Volnovakha, à seulement 20 km de Volnovakha, une petite ville de type urbain. Et la deuxième ville, c'est la ville de Zaporijjia. Il se trouve qu'en février, j'ai vraiment eu envie de rentrer chez moi après le Nouvel An, de voir ma famille et mes amis. Je suis rentrée dans mon village le 19 février et le 24 février, nous vivions déjà dans la cave. Le 24 février, mon enfant et moi nous sommes réveillés tout à fait tranquillement. Nous faisions nos activités habituelles. Vers midi, une connaissance m'a appelée. « Tu n'es pas à l'école ? Prépare tes affaires, on va à la cave. » Bonjour, nous lançons un projet sur les enfants, adolescents et familles dont la vie a été bouleversée par la guerre en Ukraine. Nous avons recueilli l'histoire de Lera, 7 ans, et de sa mère Svetlana, qui ont survécu à l'occupation dans la région de Donetsk et vécu plus d'1 mois dans une cave. Merci de rester respectueux dans les commentaires, de respecter nos héroïnes et les autres, et de liker et vous abonner pour que notre reportage touche un large public. Merci et à bientôt. La guerre, c'est... Eh bien, il faut aller à la cave et y rester assise. Car la guerre, c'est des bombardements. C'était plus effrayant à la maison parce qu'on entendait très bien comment il y avait des bombardements. C'était comme si une commode était tombée. Un bruit tellement fort, j'ai commencé à appeler maman tout le temps. Allons à la cave, allons-y, allons-y, allons-y. Je m'inquiétais pour mes jouets parce que je les aime beaucoup et j'en ai toute une boîte. Je n'ai pas eu le temps de prendre aucun jouet avec moi, rien du tout, je n'ai rien eu le temps de prendre. En une semaine, le village n'existait plus. Ma maison a 3 étages. Nous n'avons pas de sous-sol. Il fallait chercher un endroit dans d'autres maisons. Nous avons trouvé un immeuble de 5 étages plus près. Tout le monde était là, en bas. Il y avait énormément de gens. C'était juste un sous-sol. Si tu n'as rien apporté avec toi, tu t'assois sur le ciment dans l'obscurité totale. Au bout d'une semaine, tout. Il n'y avait ni internet, ni électricité, ni eau, des frappes directes sur les immeubles résidentiels. Une nuit, nous étions fatigués de la cave et il nous a semblé, cette nuit-là, que la journée avait été plutôt calme. Nous avons décidé de passer la nuit dans l'appartement. Nous avons dormi peut-être 1h30, si on peut dire que nous avons vraiment dormi. Je me suis réveillée à cause du bourdonnement et depuis la fenêtre du plus grand salon, on voyait la maison voisine exploser, des briques volaient partout. Quand nous courions vers la cave, des gens étaient déjà debout devant la porte de la cave, ayant peur de sortir. Quand tu vois ça, on te tend la main en disant « Vite, vite !» Je sens que je commence à courir plus vite que mon enfant. Et je l'ai littéralement traîné de force dans la cave. Nous sommes descendus, je me retourne et je réalise que ma mère ne court pas derrière nous. Je suis sortie en courant dans la rue, j'ai commencé à crier et elle avait tout simplement dépassé l'entrée dans le noir. Elle ne l'avait même pas remarqué à cause de l'obscurité totale. Alors j'ai décidé que je ne rentrerai pas à la maison parce que courir sous les bombardements, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Et dans cette maison, nous avons survécu à un impact direct. C'était au 2e étage, les murs se sont écartés, on avait l'impression qu'ils s'étaient ouverts comme ça et puis remis en place. Le moment où tu regardes tout le monde et tout le monde te regarde, et tout se lisait dans les yeux, voilà, c'est tout. L'un des hommes s'est levé pour voir où ça brûlait et il prononce le nom de famille de la propriétaire de l'appartement. Des cris hystériques éclatent, grand-mère hurle,
Là-bas, c'est Roma. Au début, on n'a rien compris, puis on a découvert que c'était son petit-fils. Pendant qu'on l'a réanimé, tout brûlait. On entendait le bruit du feu à l'étage. Il est descendu en chaussettes, il s'est orienté, a réussi à sortir des décombres et a survécu. Il a même sauvé son chat. Honnêtement, après cette nuit-là, il n'y avait plus ce sentiment que tout finirait aujourd'hui ou demain. Nous avons compris que tout cela était en train de nous détruire. Ensuite, quand il y avait déjà des gens avec des brassards blancs dans le village, il y a eu un moment où ils ne s'approchaient pas des jeunes femmes, ils leur ont juste demandé de leur préparer à manger. Peut-on se baigner chez vous ? J'ai essayé d'éviter ces endroits et de ne croiser personne du tout. Et donc, quand on racontait que le propriétaire du puits s'était fait tirer dans la jambe, on ne savait pas pourquoi, peut-être que, je soupçonne, il avait dit qu'il n'y avait pas d'eau. Vous essayez de ne pas interagir avec eux, oui, mais les autres, ceux qui leur parlaient, qu'est-ce qu'ils racontaient sur eux ? Qu'ils étaient des gens simples, comme nous. Je ne sais pas ce que cela signifie. Mais une personne simple ne peut pas rester à côté de toi avec une arme. Une personne simple ne peut pas te tirer à travers la porte si tu ne l'ouvres pas. Et il y a déjà eu un cas comme ça. Eh bien, une amie m'a raconté qu'elle n'ouvrait pas la porte et qu'on a tiré à travers la porte. Une personne simple ne ferait pas ça. Donc, ce que ces mots veulent vraiment dire, non, je ne sais pas. Un jour, quand mon mari a appelé et m'a dit « S'il te plaît, va à la commandanture », je suis allée à la commandanture pour demander quand le village serait ouvert pour les sorties et les entrées. Je suis avec mon enfant, nous avons faim et pas de nourriture, puis-je ? Enfin, je veux partir là-bas. À cela, le soldat m'a répondu « Vous êtes folle ou quoi ? Tout le monde endure ça partout, restez et supportez. » D'où vous est venue l'idée d'écrire dans ce journal ? Ici, dans ce journal même, la première entrée commence ainsi. Avant-hier, j'ai rêvé d'un livre. J'ai compris que tout le monde devait savoir pour nous, qu'il devait comprendre qu'une guerre avait commencé, une vraie guerre terrible, dangereuse, mortelle, destructrice. Que chaque personne compte, qu'il n'y a pas de petites ou de grandes villes, nous sommes tous importants. La nuit du 21 mars, c'était la première fois que nous passions la nuit à la maison, puis il y a eu des bombardements et nous avons couru nous réfugier à la cave le 2 avril. C'était la première fois que nous mangions des pigeons. Ce n'était pas parce qu'on voulait goûter leur saveur, c'est juste qu'on avait envie que les enfants aient envie d'un plat de viande parce qu'il n'y avait que des pommes de terre, que des pommes de terre. Voilà comment je ne mangeais rien, je ne buvais rien. Pratiquement, j'avais tout le temps envie de dormir, tout le temps, parce que je m'habituais à... Il y avait des provisions, tu sais, du pain, des biscuits, tout ça, du thé bien sûr, et de l'eau. Pour moi, c'était la question numéro 1. Les puits, à l'origine, ils ne sont pas destinés à la consommation. Et quand un grand nombre de personnes viennent constamment, prennent là-bas, je ne sais pas, au bout d'une semaine, peut-être même moins, tu rapportais de l'eau à la maison sous les bombardements, tu la rapportais, tu la rapportes, et c'est du sable, elle ne décante même pas, c'est effrayant de la boire. Eh bien, à ce moment-là, je n'y pensais pas, les enfants avaient des problèmes de digestion et tout ça. Maintenant, il semble que, comment as-tu pu faire ça? Mais à l'époque, tu le faisais, tu buvais de l'eau avec du sable. Et quand tu arrives, le propriétaire du puits, sur le terrain duquel il se trouve, dit « Comprenez, il faut attendre 3 jours pour que l'eau arrive et les gens attendent. Donnez-moi au moins un peu, donnez-moi quelque chose, je vais en ramasser, je vais faire quelque chose avec, mais donnez-moi de l'eau. » C'était la tâche principale. Sortir, aller chercher de l'eau, appeler ma fille et mon mari, essayer de les joindre. Marie, oui.
Ensuite, quand je suis arrivée à Zaporizhia, il m'a montré qu'il y avait effectivement un groupe pour la recherche des proches. Pendant 1 semaine et demie sans sortie, je ne pouvais ni y aller ni appeler. Quand tu arrives enfin, les bombardements commencent, donc tu repars. Et donc, je n'arrivais pas à les joindre au téléphone. Oui, il écrivait dans les groupes de discussion avec nos photos, mais il ne montrait pas celles de mon mari ni de ma fille. Eh bien, je crois qu'il pensait déjà qu'on nous détestait. Léra supportait toutes ces circonstances. Comment lui expliquiez-vous tout cela? Les premiers jours, pour les enfants, la cave était un jeu. Mais ensuite, après qu'il y ait eu un impact direct, elle n'a pas parlé du tout pendant plus de 24 heures. Je ne l'ai pas brusquée, je ne l'ai pas forcée, tout s'est un peu apaisé avec le temps. Le problème, c'est la peur, même d'aller aux toilettes, quand un enfant n'y va pas pendant 3 jours. Tu comprends bien que ça ne peut pas continuer comme ça peut mal finir, surtout quand il n'y a pas de soins médicaux. Ça n'était jamais arrivé. Je veux, tu sais, comme ici, tu viens, comme tous les enfants, ils veulent quelque chose, moi aussi je veux ceci, je veux cela. Ou même comme ça. Maman, j'aimerais un bonbon, maman, j'aimerais du pain ou quelque chose parce qu'il n'y en avait pas, tu vois, quand il n'y avait jamais de pain. Pourtant, quand on nous a apporté une boîte de bonbons, un paquet, et qu'on a commencé à les partager entre toutes les familles qui avaient des enfants, ils étaient tous assis. Personne ne criait, personne ne se précipitait, mais c'était comme ça. Quand allez-vous partager? Quand vais-je recevoir ce bonbon? La plus grande peur, c'était de laisser son enfant seul, toujours et partout, de le laisser seul. Il me semblait que personne ne pouvait la protéger mieux que moi. Le 5 avril, une amie nous a invités chez elle. Quand nous sommes arrivés, elle m'a dit « Allons dans l'immeuble d'à côté, on nous a promis un peu d'huile de tournesol. » Nous sortons de l'entrée et courons, et tout de suite, dans l'immeuble voisin, il y a des explosions quelque part. Léra n'est pas avec moi. Pourquoi je l'ai laissée? Que faire maintenant? Comment courir? Peut-on courir? Ne peut-on pas courir? La poussière vient de partout. Je vois près de cette maison où est mon enfant. Je prends ma Léra par la main et nous courons, encore une fois, nous courons à la cave. Je comprends que ma mère est dans la rue et je ne sais pas où elle est. Dans l'obscurité de la cave, la porte grince. Quelqu'un descend, j'entends une voix familière. Ma mère est arrivée. Elle a vu quand nous courions vers la cave, s'est abritée dans l'entrée, a attendu, puis nous a rejoints tout de suite après. Léra a sauté. Léra a sauté sur elle en courant et l'a fait tomber sur le lit. Il fait sombre ici, pensais-je, et personne ne verra que je pleure. Je n'avais qu'un seul ami là-bas, à la cave, et nous avons longtemps parlé, joué et été amis. Et puis à un moment donné, nous avons dû partir. Et c'est comme ça que je l'ai laissé là-bas. C'était le 7 ou le 8 avril. Un minibus s'approche et demande « Est-ce que vous pourriez m'indiquer cette adresse ?» Je demande « Qui cherchez-vous là-bas » Nous cherchons Svetlana. Mon enfant était près de la cave, je récupère mon enfant, j'ai couru dans les caves et j'invitais les gens. Il y a de la place, il y a des places, venez, allons-y, partons. Les gens étaient tellement effrayés, chacun disait « Tu n'as pas entendu? Tu n'as pas entendu? Il ne faut pas partir, c'est dangereux. Où vas-tu? Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi tu emmènes encore ton enfant avec toi ?» J'ai récupéré maman du jardin, on peut dire ça comme ça, et nous sommes partis. Tu pars avec la peur d'aller dans une ville étrangère et encore une fois à la cave, car c'est ce qu'on a dit. C'est la route de Marioupol, parfois on la quittait, parfois on y revenait. Eh bien, c'est un film effrayant, horrible, je comprends que c'est la réalité.
Nous avons vu beaucoup de véhicules détruits, énormément de voitures civiles. Je comprends ce que c'était. Elle n'est pas arrivée là toute seule, il y avait des gens. Quand on passe le dernier poste de contrôle, il faut rouler lentement pour ne pas éveiller de soupçons. On sort tout doucement, et un immense drapeau de l'Ukraine flotte ainsi au vent. C'était tellement émouvant. Eh bien, je ne sais pas, mon mari, bien sûr, on ne le laissait pas passer. Au début, il a commencé à venir vers moi. Il y avait un ruban, on l'a arrêté tout de suite. Notre enfant s'est faufilé sous cette cordelette et il est resté avec son papa pendant que je donnais les informations. Et j'ai vu une voiture là où il y avait le visage de papa qui me ressemblait. J'étais tellement heureuse d'avoir enfin retrouvé mon papa parce qu'il m'avait tellement manqué. Je n'ai tout simplement pas de mots. Après avoir passé tout l'été à Zaporizhia, la vie a repris son cours normalement, tout allait bien, mais à un moment donné, littéralement en septembre, j'ai de nouveau arrêté de dormir la nuit. Parce que quand il y a la sirène, c'est effrayant, puis on s'habitue à la sirène et Dieu merci, il ne se passe rien, mais ensuite, quand tu as baissé ta garde, la sirène retentit. Et au centre-ville, il n'y a plus la moitié des maisons. Il y a eu un moment où je ne voulais pas, je disais à mon mari qu'on devait rester tous ensemble, mais mon mari a catégoriquement insisté pour que nous partions. Quoi qu'il en soit, il disait « Je pourrais m'en sortir seul, mais avec vous, ce sera beaucoup plus difficile. » Et maintenant, tu t'ennuies des chiens sans ta sœur? Oui, ça me manque. Il me reste encore un chien là-bas, il me manque. Mon lit me manque et tout me manque. Avant-hier, j'ai rêvé de la guerre. Oui, j'ai rêvé de la guerre. Là-bas, c'était comme si on avait volé mon jouet préféré. C'était un petit chaton rose, c'était mon préféré. Dans le village, il nous restait la maison de mes parents et notre propre appartement avec mon mari. Quand je suis partie, tout était en bon état. C'est déjà ici, en Pologne. Je vais dans un groupe et là, il y a une description, et je comprends que l'appartement est détruit. Ça m'a fait tellement mal, je ne sais pas, avant tu pensais que tu ne pourrais pas supporter ça. Par exemple, oui, surmonter la peur et traverser une route qui est jonchée de divers obus. Et tu y vas parce que tu sais que là-bas, maman, tu y vas, tu vois un piège tendu qui pend à un arbre, tu avances, tu agis, tu portes ton enfant quand elle ne peut courir, mais il faut courir, la valeur des choses a changé. Oui, là-bas, sur TikTok, partout, sur ces réseaux sociaux, il y a des vidéos que chacun adapte à sa façon. Et là, un jour, tu attendras cet appel. Allô, nous avons gagné.